Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'école est enchantée d'accueillir ce soir Emmanuel Chaperon, membre junior de l'IUF, chargé d'études de l'École pratique des hautes études, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille et éminente spécialiste d'histoire du livre et des bibliothèques. Elle a accepté d'être la discutante de Frédéric Barbier. J'espère que nous aurons une véritable discussion jusqu'à l'extinction des feux. Le sujet est passionnant. L'histoire des bibliothèques, permettez-moi d'en parler, d'en dire quelques mots sous l'angle qui est le mien, c'est-à-dire l'histoire de l'architecture. Le XIXe siècle a su inventer un type en matière de bibliothèque. C'est la bibliothèque d'en face, c'est la British Library, c'est la bibliothèque du Congrès. Ce type a fonctionné jusqu'à ces dernières années, comme tous les types d'architecture qui ont été inventés par le XIXe siècle. Nous sommes en train d'épuiser actuellement la fin du XIXe siècle. Est-ce que nous sommes en train d'inventer un type nouveau? Eh bien, c'est une question. Est-ce que les architectes et les conservateurs des bibliothèques, de concert, est-ce qu'ils sont en situation de concevoir la bibliothèque matérielle qui devra abriter la bibliothèque virtuelle? C'est une question que j'avais posée à propos du grand équipement documentaire qui va se construire à Aubervilliers dans le cadre du campus Condorcet. Et je n'ai pas l'impression, en fait, vu le faible niveau de dématérialisation du grand équipement documentaire, que les projets d'architecture qui vont être présentés à cette occasion vont nous donner le type de l'architecture nouvelle. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à faire avant de créer les cadres matériels de la bibliothèque virtuelle. C'est un grand défi qui se définit maintenant, à la fois pour les conservateurs des bibliothèques, pris au sens large, et aussi pour les architectes. Si nous voulons être à la hauteur des gens du XIXe siècle, eh bien, il faudra tout de même que nous arrivions à résoudre ce qui est une sorte d'oxymore maintenant, la matérialité de l'immatériel. Je vous laisse tout de suite la parole. Alors, je vous remercie. Je suis vraiment très honorée d'intervenir dans ce cadre des mardis de l'école des Chartes. Et puis, je remercie aussi, c'est le vôtre, Frédéric Barbier, qui m'a gentiment proposé d'être son interlocutrice pour discuter donc de cet ouvrage qui est paru en 2013, l'histoire des bibliothèques d'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles. Je crois que vous aviez prévu de présenter rapidement, Frédéric, votre ouvrage avant que s'engage la discussion. Donc je vais vous laisser la parole et puis ensuite, comme cela nous a été suggéré, je vous ferai part de ce qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai lu votre ouvrage et puis nous pourrons discuter à partir de cela. Merci aux organisateurs, à Jean-Michel Legnaud, le directeur, à Emmanuel Chaperon, notre excellente collègue. Ce petit livre, peut-être pas nécessaire d'en parler en soi, il a déjà 2 ou 3 ans, comme vous le disiez. Nous avons, justement, pour l'histoire des bibliothèques, publié 2 ou 3 petites choses depuis. Alors, je suis désolé que la table est un peu resserrée, mais dans la dernière livraison de la revue Histoire et civilisation du livre, nous avons publié un dossier sur où en est l'histoire des bibliothèques, avec un certain nombre de choses qui amènent à des perspectives un peu comparatrices avec la Lisbonne, etc., etc. Deuxième et troisième chose viennent de sortir, tout au moins c'est en 2015, sont sortis les 2 titres que vous avez là sous les yeux,
et j'ai porté des exemplaires que vous pouvez feuilleter tout à l'heure. De l'argile au nuage, c'est une exposition que j'avais proposé d'organiser et qui s'est tenue donc à la Bibliothèque Mazarine sur les catalogues de bibliothèques. C'est quand même un beau sujet pour nous. Les catalogues de bibliothèques des origines, enfin tout au moins de l'Antiquité jusqu'à leur dématérialisation. Le terme de l'argile au nuage, qui est un très beau titre, est dû à notre collègue, est inventé par notre collègue Thierry Dubois de la Bibliothèque de Genève. Et l'exposition vient d'être transportée à Genève, où elle est présentée jusqu'en novembre, jusqu'à la mi ou à la fin novembre. Et j'ai porté, j'en ai pas davantage, mais je pense qu'on les envoie gratis Prodéo. À Genève, ils ont fait aussi des petits fascicules complémentaires. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on m'en a envoyé 2. Et ils sont aussi, peut-être vous pouvez les poser là, à votre disposition. Donc de l'argile au nuage. Et on vient de publier aussi, vous voyez à la droite, l'histoire tout au moins un petit ouvrage sur l'histoire des bibliothèques de Strasbourg, avec un titre dont ma voisine de gauche est la seule à m'avoir dit du bien, à savoir Strasbourg, origine 21e siècle. C'est une idée de notre excellent confrère Poirot, qui dirige la BNU, et en fait le modèle de ce titre, c'est une fiche matière. Vous voyez, bibliothèque, Strasbourg, je ne sais pas comment on le cataloguera. Moi, j'aurais tendance à mettre des virgules, mais le fait est qu'il n'y en a pas, pour vous qui vous intéressez aux virgules. Donc, on verra plus tard. Mais l'ouvrage est aussi là. Vous pouvez le consulter facilement. Les 2 derniers aux éditions des Cendres, et la revue est publiée toujours à la librairie de Rose. Donc, juste un petit mot pour dire que quand on parle des bibliothèques, même si j'ai pas pris la parole ici, je suis plutôt de la vieille localisation que de la Sorbonne. Quand on parle d'histoire du livre et des bibliothèques, on est chez soi à l'école des Chartes. C'est un aggiornamento de l'histoire du livre que tout le monde pratique désormais ou affirme pratiquer, et qui est celui fondé par Lucien Febvre et surtout par Henri-Jean Martin à partir des années 58, l'apparition du livre de Febvre et Martin, et puis un certain nombre d'autres choses dont Henri-Jean Martin, que j'ai eu comme enseignant, nous parlait toujours, le problème de Rabelais, le problème de la croyance au XVIe siècle, Robert Mandrou, toute cette problématique qui était agitée dans les années 70 et qu'on désignait sous le terme commode, parce que probablement un peu imprécis, d'histoire des mentalités. Donc c'était l'idée, dans l'idée de Febvre, c'était certainement l'histoire du livre sert à caler quelque part une histoire des mentalités. C'est une histoire qui, en principe, c'est d'ailleurs le cas de l'apparition du livre, devrait échapper aux catégories nationales, parce que depuis l'apparition du livre, disons, imprimé, il est de fait que le domaine de l'imprimé constitue un phénomène européen et assez vite un phénomène mondial, avec les premières presses dans les colonies espagnoles, puis anglaises, etc. Donc on est un petit peu dans une tradition, on est même tout à fait dans une tradition de l'école des Chartes, et cette tradition s'est développée d'abord dans le sens d'une histoire économique. C'était ce que Martin appelait, parce que l'apparition du livre est en réalité rédigée par Henri-Jean Martin, c'est ce que Martin appelait le livre cette marchandise. Il y a 2 parties dans l'apparition du livre, vous savez, le livre cette marchandise et le livre ce ferment. Donc on est dans la partie la plus, comment dirais-je, la plus assise, la plus solide, qui est celle de la marchandise, de l'histoire économique du livre. Et puis dans un deuxième temps, il est évident qu'on a développé une histoire de la lecture, une histoire des pratiques de lecture. C'était déjà l'idée de Daniel Mornay au début du XXe siècle, il y a un siècle maintenant, une histoire qui s'est beaucoup améliorée, affinée en proposant la critique de ces sources, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un inventaire de livres, qu'est-ce que c'est qu'un inventaire de bibliothèque et en quoi ça peut nous donner un certain nombre d'informations sur les pratiques qui ont été développées autour de ces livres, de ces bibliothèques et de leurs inventaires. J'illustre mon petit propos avec quelques photos que je ne commente pas.
mais bien sûr, je suis à disposition pour en parler. Donc la base, en fait, ce que m'avait appris Martin et qui est toujours pour moi fondamentale, c'est l'idée selon laquelle la communication d'un certain contenu abstrait ne peut que s'appuyer sur des dispositifs matériels. Et que dès lors qu'on change des dispositifs matériels, on change au fond la nature du contenu. Un livre, selon qu'il se présente sous une certaine forme ou sous une autre forme, c'est pas le même texte, c'est pas le même livre, c'est pas la même possibilité de lecture ou d'appropriation. Il y a une histoire matérielle de la pensée, comme l'ont dit un certain nombre de nos collègues et de nos confrères, qui est celle qui est vraiment à la base des travaux des historiens du livre et qui amène à remettre en perspective un certain nombre de catégories. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Qu'est-ce que c'est même qu'un texte? Qu'est-ce que c'est qu'un recueil d'œuvres complètes et autres catégories admises a priori, mais qui font parfois problème. Mais ce qui a été tout particulièrement développé par Jean Martin ici même, à l'école, en tout cas, c'est toute la problématique des deux catégories que j'illustre là avec la nef des fous de Sébastien Brandt, les deux catégories de mise en texte et de mise en livre. Autrement dit, comme vous le voyez là, le texte en allemand à gauche, traduit en latin à droite, c'est la même gravure, c'est la même, au fond, c'est la même inspiration, mais c'est pas le même livre. C'est à peu près, bon, il y a un certain nombre de dispositifs qui font qu'il y a réellement une distance tout à fait importante entre un livre, sa réédition, sa traduction, sa contrefaçon, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre d'autres problématiques qui sont intervenues et qui interviennent de plus en plus et qui sont, moi qui étais ancien directeur de bibliothèque municipale, qui sont réellement importantes, sur lesquelles il y aurait beaucoup à discuter, c'est notamment le problématique du patrimoine. Comment faire sentir, donner à comprendre le fait que ces livres, c'est notre patrimoine, que ça intéresse chacun, que ces bibliothèques patrimoniales ne sont pas des lieux réservés, etc. Mais je laisse ça de côté. Je conclus simplement ce point en disant que l'histoire des bibliothèques, finalement, dans l'histoire du livre telle qu'on nous l'avait enseigné, c'était peut-être le domaine le moins développé ou le moins théorisé. Non pas qu'on ne dispose pas de bibliographie. Il y a beaucoup de monographies, histoire de la bibliothèque, de ceci, de cela, l'histoire de la construction de Sainte-Geneviève, il y a quelques années. Bon, il y a énormément de bibliographies. Il y a des essais de synthèse. L'histoire des bibliothèques françaises, qui a été terminée il y a quelques années aussi. Mais, au fond, des synthèses plus larges, dans des perspectives qui ne soient pas un peu nationales, sont beaucoup plus rares. J'en connais un certain nombre. À la Universal Bibliothek Francfort, il y a en effet une petite histoire de bibliothèque. Il y a une très jolie collection à Graz, en Autriche, publiée sur le même thème. Mais c'est quand même difficile d'avoir des histoires de bibliothèque qui soient des histoires mises en perspective avec des points de comparaison un petit peu efficaces et au fond des questions, le type de réponse possible en tout cas à des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et pourtant, à côté de cette bibliographie, il y a énormément de choses de disponibles qui ne fonctionnent pas dans les circuits commerciaux de la librairie. Le premier point, peut-être la majorité du public n'a pas l'âge d'être des étudiants, mais le premier point, c'est l'intérêt considérable qui est apporté par les catalogues d'exposition. Ce sont des catalogues qui ont souvent été publiés, vous le savez, en renéauté, en fait, avec les techniques qu'on pouvait utiliser quand on avait quelques moyens dans les années 50 ou 60, qui n'ont jamais circulé dans le circuit commercial de la librairie et qui sont souvent extrêmement riches et qui nous apprennent beaucoup sur les fonds des bibliothèques qu'on n'a pas l'occasion de connaître directement. Donc, les catalogues des catalogues d'exposition, d'autres ressources n'ont pas été exploitées. Les archives, j'ai mentionné là un petit manuel, disons un petit recueil sur l'utilisation de la bibliothèque en tant
le concept de bibliothèque en tant qu'archive, mais les archives de bibliothèque sont une des choses sur lesquelles nous devrions, nous autres chartistes, attirer l'attention, parce qu'elles ont une assez forte propension à disparaître. Et là, vous avez les fichiers systématiques de la BNU de Strasbourg, qui est un des rares exemples de ces fichiers conservés aujourd'hui. Les archives des établissements. L'archéologie, ça veut dire ce que disait Jean-Michel Legnaud, le bâtiment, au fond l'espace des livres dans la ville, le mobilier aussi, et puis ce qui est nouveau depuis 10 ou 15 ans, qui joue un très grand rôle, à mon avis, dans les sources, ce sont les OPAC, les catalogues informatisés, qui sont quand même très sous-exploités du point de vue scientifique et dont on pourrait tirer un certain nombre de choses qui restent à mettre en valeur, en tout cas. Donc, cette histoire de bibliothèque, pour moi, c'était un domaine, en effet, à creuser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Le premier point, c'est la symbolique. C'est une chose qui est toujours, dans mon esprit, un peu surprenante. On nous a beaucoup parlé, quand on était étudiant, des contenus. Vous savez, le discours récurrent, dans une bibliothèque, il y a 40% de livres de théologie, 33% de ceci et de cela. Et finalement, l'idée générale, c'est que la théologie descend et qu'un certain nombre d'autres perspectives ont tendance, au contraire, à augmenter. Mais la bibliothèque n'est certainement pas un objet neutre, une institution commune. C'est un ensemble, quelque chose de tout à fait symbolique. J'ai pris en cliché là la plaque commémorant l'inauguration de la bibliothèque municipale de Toulouse en 1935, où vous avez écrit en toutes lettres que cette construction a été décidée par le conseil municipal socialiste dans ses séances de telle et telle date de Toulouse. Donc ça veut dire que derrière, et peut-être dans les années 70, quand on a commencé à entrer dans ce milieu professionnel, c'est plus sensible qu'aujourd'hui, derrière au fond de ses perspectives et ses fonctions, il y avait un certain nombre d'attendus, non pas politiques directement, parce que personne ne serait contre l'ouverture d'une bibliothèque publique dans une grande ville, mais d'attendus qui ont finalement une connotation d'un certain côté ou de l'autre côté du champ politique. Mais il est évident que la bibliothèque en Occident, depuis la fin du Moyen Âge, c'est un attribut du pouvoir, qu'elle va être réinvestie en fonction des transformations du pouvoir et que cet état de choses n'est pas sans présenter un certain nombre de risques. Les bibliothèques sont volées, les bibliothèques sont saisies, les bibliothèques sont détruites, les bibliothèques sont transportées d'un endroit à l'autre. C'est le cas de la Palatina de Heidelberg que vous connaissez, c'est le cas de la bibliothèque de Strasbourg, ici illustrée, détruite pendant la nuit de la seconde Saint-Barthélemy, le 24 août 1870, pendant le siège. C'est le cas de la bibliothèque, encore tout récemment, de Sarajevo et d'un certain nombre d'autres. Et ce côté, au fond, d'instrumentalisation ou de symbole joue aussi dans la construction des nouvelles bibliothèques. On pourrait aussi en parler. Alors, maintenant, quels sont ce que je m'étais demandé, c'est bien sûr d'abord des choses assez évidentes. Le fonctionnement et les usages de l'institution. J'ai regroupé ça en 5 ordres de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? J'ai un peu enseigné l'histoire du livre. Et la première des questions qu'on poserait volontiers, c'est quand même qu'est-ce que c'est qu'un livre? Les choses les plus évidentes, il faut absolument les préciser. J'ai lu des quantités maintenant non seulement de thèses, de mémoires, mais même d'articles, de travaux scientifiques où vous êtes dans l'incapacité totale, quand l'auteur s'est échiné à donner des statistiques de publication, de savoir de ce dont il parle. Un volume, c'est pas un exemplaire, c'est pas un titre, c'est pas une édition, etc. Et quand vous alliez comme ça des quantités de variables et que vous les appelez, désignez toutes comme des livres, finalement vous ne savez plus rien. Et vous ne savez pas de quoi il n'y a rien à tirer des tableaux pourtant péniblement construits. Alors la bibliothèque c'est un peu pareil. J'ai un petit peu essayé de développer cela à travers des exemples. Qu'est-ce qu'une bibliothèque nationale? Qu'est-ce qu'une bibliothèque publique? Qu'est-ce qui est public en définitive? Qu'est-ce que aujourd'hui ce qu'on appelle une médiathèque? Et puis à travers l'idée aussi selon laquelle ces bibliothèques il y a dans le fonctionnement d'une bibliothèque un côté
paradoxal, c'est-à-dire qu'une bibliothèque sera dite ouverte, elle est publique, mais en fait, malgré tout, c'est un lieu où on se retrouve entre soi. Ça veut dire que c'est un lieu un petit peu fermé. C'est un lieu d'exclusion, comme la librairie d'une certaine manière. De même qu'aujourd'hui, tous les chercheurs le savent, et vous en êtes, une bibliothèque a deux fonctions antagonistes. La première, c'est de communiquer, la deuxième, c'est de conserver. Et finalement, il y a toujours une certaine tension entre ce type de construction fonctionnelle. La bibliothèque, d'autre part, et je crois que c'est quelque chose sur quoi on n'a pas beaucoup insisté, c'est une institution et ça fonctionne comme une bureaucratie. Alors la construction de la bibliothèque comme bureaucratie, son organisation, son fonctionnement, vous avez là un petit fascicule publié à Strasbourg en 1911, quand même 70 pages, le tableau du classement systématique de la bibliothèque impériale de Strasbourg avant la guerre de 14, avec le détail, en l'occurrence, de la série M, Elsass-Lothringische Abteilung, donc les affaires d'Alsace-Lorraine du Nord, MA, MA1, MA1A, etc. Et quand on arrive à la fin du tableau, on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu plus de 3000 subdivisions. Ça veut dire qu'on rentre dans une forme de classement et de définition assez sophistiquée. La bibliothèque est une bureaucratie qu'on pourrait envisager aussi sous l'angle absolument fascinant de l'archéologie de l'administration, y compris à travers les archives de la bibliothèque. Comment les choses se sont-elles rationalisées, développées d'abord, rationalisées ensuite. Et puis la question des catalogues, bien sûr, et puis la question des bibliothécaires. Comment les bibliothécaires seront-ils reconnus comme des personnalités, au fond une sorte d'experts dans leur domaine? Alors je me suis amusé à prendre ce cliché uniquement pour montrer une chose. D'abord, Daunou, auquel on a consacré, disons, une rue à Paris, c'est pas en tant que bibliothécaire, ni comme historien du livre, ni quoi que ce soit. Il y a historien. Mais enfin bon, c'est plutôt comme représentant de la nation dans les différentes assemblées de l'époque de la Révolution. Et puis alors en bas, à gauche, c'est la famille Caillet. Nous avions connu autrefois Maurice Caillet, et son père Robert, ce que j'ignorais avant d'aller à Carpentras, a fait l'objet d'un petit santon en tant que directeur de la Gabertine. Donc voilà, le petit santon de Robert Caillet, auquel la place de la bibliothèque de la Gabertine a été elle-même dédiée d'une certaine manière ou consacrée. Et puis, donc, la bibliothèque comme bureaucratie, avec tout ce que ça peut impliquer, et puis ceux qu'on oublie toujours, et on n'a pas beaucoup de sources pour en parler, ce sont les utilisateurs. Ça veut dire les gens qui vont, les pratiques et les stratégies des utilisateurs, ils viennent à la bibliothèque, ou ils n'y viennent pas. C'est la question d'aujourd'hui quand même, quand on parle des bibliothèques virtuelles. En effet, les bibliothèques réelles ont une certaine tendance parfois à se vider. Ils ont un plan de travail, ou ils n'en ont pas. Ils vont au hasard, ça dépend de la disposition de la bibliothèque aussi, si on peut aller sur les rayons ou pas. Ils suivent leur plan ou pas. Ils vont à la bibliothèque pour lire. Mais j'ai été fasciné quand on a fait le petit volume sur Strasbourg. Le nombre de gens qui vont à la bibliothèque pour faire autre chose que lire est assez étonnant. On va pour papoter, pour rencontrer des collègues, parce qu'on sait que Tartampion sera là à ce moment-là. Et quand on préparait ce livre, il y a même des gens qui m'ont dit « Ah, je serais content que ça sorte parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme ou mon mari, enfin, et que finalement c'est comme ça qu'on s'est mariés en faisant connaissance à la bibliothèque. » Donc, vous voyez, au fond, les pratiques et les stratégies des utilisateurs, c'est à peu près assez largement absent, mais c'est une question quand même à poser et à avoir un peu dans le viseur. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, troisième point, c'est la matérialité, les espaces, le local, le décor, le mobilier, et puisqu'on est ici à l'école des Chartes, je dois dire que le livre d'André Basson, qui est la seule, quasiment une des rarissimes références, et la principale référence toujours sur le décor des bibliothèques, eh bien non seulement il est épuisé, mais on ne le réédite pas. C'est quelque chose qu'on pourrait reconsidérer. Et Jean Bezin me disait que chez Masson, il y avait les archives pour
élargir aussi cette recherche à des bibliothèques qui n'étaient pas nécessairement françaises, avoir une perspective plus internationale ou transnationale. Et puis le dernier point, le quatrième, c'est la révolution des médias, c'est-à-dire que bien sûr, ou des livres, la révolution du livre, comme on dit, l'histoire des bibliothèques. D'abord, on pourrait dire, si on en parlait dans la rue, au fond, elle ne nous concerne pas, c'est une histoire inactuelle. Ça ne concerne personne, mais quand même, ça nous concerne. Et chaque fois, c'est une histoire qui est reconfigurée lorsque l'économie du livre est elle-même plus ou moins reconfigurée. Donc, à l'époque de la révolution, disons, gutenbergienne, à l'époque de l'industrialisation, de la lecture de la massification, si je peux dire, de la lecture, et puis aujourd'hui, les nouveaux médias. Pourquoi aller dans une bibliothèque, dans une institution qui se définit comme le lieu où on aura accès aux informations, à partir du moment où ces informations sont disponibles couramment ailleurs, et notamment sur Internet. Alors maintenant, dernier point. Comment écrire une histoire de bibliothèque? Je suis le mieux placé, pardonnez-moi, pour dire ce qui ne convient pas tout au moins à l'auteur dans son livre. Mais donc, ça veut dire que oui, j'ai fait peut-être, il faut faire des choix, et expliciter un petit peu ce que peut être une bibliothèque et au fond l'idée selon laquelle le contenu du concept change ou évolue d'une période sur l'autre. Et puis ensuite, j'ai suivi un plan chronologique, chapitre par chapitre, il y en a un peu moins d'une dizaine, avec l'idée que malgré tout, à la base, il y avait aussi la matérialité des objets, c'est-à-dire les bibliothèques de l'Antiquité, celle de la lunette de Saint-Laurent à Ravenne. Et ces bibliothèques de l'Antiquité ont quasiment disparu. C'est quand même une chose assez fascinante de voir que ces 500 000 rouleaux d'Alexandrie, il n'en reste à peu près rien, et que tout ça a sombré corps et biens. Et malgré tout, c'est toujours la référence. Quand on ouvre Gabriel Naudet et qu'on regarde quelles sont les références qu'il cite pour fonder une bibliothèque comme la Mazarine, c'est toujours à Rome, l'évergétisme romain faisait que les grands fondaient des bibliothèques qui étaient des bibliothèques publiques, et il faut reproduire ce modèle. Donc, l'Antiquité, la période de la période médiévale, en somme, jusqu'à l'émergence de la modernité, à savoir, au fond, les prodromes de la révolution gutenbergienne au début du XVe siècle, avec ses bibliothèques, évidemment, surtout dans les maisons religieuses, mais aussi et de plus en plus dans des maisons, des universités, plutôt des collèges et des bibliothèques princières ou des bibliothèques privées. Et puis, en essayant de les illustrer, une partie consacrée aux bibliothèques de la modernité, en mettant l'accent, je ne sais pas si vous serez d'accord d'ailleurs, sur les apports de la Réforme, le fait que la Réforme a institué ou a mis en œuvre la construction de bibliothèques qui étaient, comme à Strasbourg c'est aussi le cas d'ailleurs, et des bibliothèques qui étaient directement liées aux institutions d'enseignement. Donc là on est à Brașov, vraiment à l'extrémité de la chrétienté romaine, disons, à l'est de la Roumanie actuelle, et voilà la bibliothèque de Hunter. Et puis le temps des grandes bibliothèques, les bibliothèques baroques, l'invention de la bibliothèque moderne, avec Gabriel Naudet plus tard, et la construction de ces bibliothèques comme des bibliothèques au fond, qui sont le laboratoire de la recherche et du travail scientifique. La première de ces grandes bibliothèques modernes de la fin du XVIIIe, c'est celle de Göttingen que vous avez ici en cliché. Et enfin, j'ai traité un peu
de la question des bibliothèques à l'époque de la lecture de masse, en somme, de l'industrialisation de la librairie et de la lecture de masse avec les problèmes que ça pouvait poser. Je passe sur la difficulté de rédiger un manuel. Je crois que ce n'était pas totalement inutile. Il vient d'être traduit en espagnol à Buenos Aires, mais j'insiste simplement sur les insuffisances que j'y vois, avec l'espoir que ça se passe comme dans les thèses, c'est-à-dire qu'en insistant sur les insuffisances d'abord, il y a une manière de déminer le terrain et qu'on ne vous dira pas, ah oui, mais monsieur, alors vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela. Dans un manuel, il faut faire des choix. Ça, c'est le premier problème. Il faut donner des illustrations, il faut faire des choix. Il y en a des quantités qu'on est obligé de ne pas faire parce que l'éditeur a ses impératifs et qu'il vaut mieux essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il y a des insuffisances. La première, c'est le monde anglo-saxon, qui est quand même assez largement absent. C'est une chose qu'on peut améliorer, mais en même temps, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Le monde anglo-saxon, des problématiques comme la question des colonies sont un peu aussi sur le retrait. Le deuxième problème dans lequel je me suis trouvé, c'était au fond la chronologie. Ça veut dire que, de même que dans notre exposition de l'argile au nuage, au fond, le nuage n'est pas présent. Les choses les plus récentes, elles sont quand même un petit peu trop passées sous silence. L'éventail, cette période la plus contemporaine n'est pas très très favorisée. L'époque où les bibliothèques se spécialisent et l'époque où les expériences se multiplient. Ça veut dire, voilà, j'ai commencé dans les bibliothèques à Valenciennes, et je me suis rendu compte, ce à quoi l'École des Chartes m'avait pas formé, que c'était une des premières bibliothèques à avoir eu un bibliobus urbain. Quoique la ville ne soit nullement une ville très étendue, mais il y avait un bibliobus urbain, qui était d'ailleurs une invention de notre confrère Henri Lemaître, sur lequel il y a pas mal de sources. Les origines de ce dispositif. Autre modèle, quand j'ai fait ma thèse de doctorat d'État, c'était sur l'Allemagne. J'étais à Leipzig en 1985, dans la République dite démocratique allemande, et il y avait là la mise en œuvre d'un système catalographique qui n'était pas exactement celui qu'on nous avait enseigné. Le BBK, le catalogue bibliographico-bibliothécaire, si on peut dire, classification, pardon. Et alors, vous voyez ce qu'ils disent, c'est le marxisme-léninisme est à la base de tous les domaines de la connaissance, avec toutes sortes de problèmes de transfert, bien sûr, parce que c'est un classement systématique fait avec les 28 lettres de l'alphabet russe, c'est pas transposable directement dans les langues ou avec l'alphabet latin, par exemple. Et puis, par exemple, il donne l'exemple là des Chemischen Wissenschaften, donc les sciences chimiques. On commence la section générale, Allgemeine Abteilung, avec les positions classiques du marxisme-léninisme sur la chimie. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on imaginerait dans notre tradition. Et ensuite, Verordnungen, les dispositions, les ordonnances du parti et du gouvernement sur la chimie. Et puis, à propos des questions philosophiques à propos de la chimie, on commence d'abord par chimie et matérialisme dialectique. Ensuite, situation, devoir et signification de la chimie. Et enfin, troisième point, critique des théories réactionnaires de la chimie. Ça veut dire qu'il y a quand même, en effet, des choses qui n'est pas inintéressant d'aller visiter ici et là. Et je regrette grandement, et c'est pour Jean-Michel Lenniot aussi que je le regrette, quand je travaillais en 85 dans la salle de la Deutsche Bücherei à Leipzig, il y avait les fresques autour de cette salle qui illustraient, évidemment, de même que les fresques avec Dupuis, c'était les arts, les artistes de l'université, mais là, c'était la mise en œuvre de ces théories qui sont celles qu'on nous annonce, mais ça a été malheureusement effacé. Ça, c'est dommage. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est une chose qu'il faudrait, dans une autre édition, améliorer, le fait d'ajouter de renforcer ces problématiques les plus contemporaines, et puis le fait que, en effet, la question de la bibliothèque se pose aujourd'hui dans les conditions qu'on a dites. En effet, la question du patrimoine des bibliothèques, et peut-être surtout en France, est
c'est quelque chose pour lequel l'école des chartes pourrait faire certainement intervenir, est une question qui est un peu en l'air. Et puis, bien sûr, vous savez aujourd'hui que l'histoire des problèmes de crédit ne sont pas sans importance. On fait des choix. Il est évident que si on fait voter la majorité des populations, on n'aura pas nécessairement des choix pour améliorer les bibliothèques par rapport à d'autres problèmes qui peuvent se poser dans la vie quotidienne. Donc voilà un peu la conclusion. Vous voyez, bibliothèque, c'est d'ailleurs une chose qu'on peut constater assez facilement en allant dans la bibliothèque. C'est ouvert 24 heures sur 24, mais finalement, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. C'est pratiquement, c'est pas utilisé. Et je conclus en vous montrant la bibliothèque du collège calviniste de Debrecen. Voilà une bibliothèque patrimoniale conservée aujourd'hui, avec cette chose un peu étrange que j'avais aussi vue à Wolfenbüttel. Je vais à Wolfenbüttel, je vois le lycée, l'ancien château du duc. Et puis, bon, pendant des années, je ne suis pas retourné, puis 10 ans ou 12 ans après, je retourne à Wolfenbüttel, je me dis, quand même, c'est pas une grande ville, je vais retrouver le château, forcément, et je ne me retrouve pas. Et le truc, c'est quand même que on n'a aucun scrupule à repeindre. Cette bibliothèque, je l'ai vue rouge lit de vin, vous voyez. Là, elle est franchement vert, je sais pas, vert, bleu-vert impérial. Le château de Wolfenbüttel, c'est pareil, il était vert, il est devenu rouge. Et évidemment, ça change les perspectives et ce sont des pratiques qu'on n'a pas nécessairement de ce côté-ci du Rhin. À vous. Bon. Ben, je vous remercie pour cette présentation qui me donne l'occasion d'embrayer sur mes propres remarques et mes questions. Alors, vous disiez d'abord qu'il ne vous semblait pas totalement inutile d'avoir écrit cette synthèse. Je ne peux pas vous contredire. Je pense vraiment que ça comble un manque pour nous, pour nos étudiants et sans doute pour un public plus large. Pour nos étudiants, parce que, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, avec la multiplication des masters professionnels, métier des bibliothécaires, métier des archives, etc., on enseigne maintenant l'histoire du livre et des bibliothèques assez largement dans les universités, et on a besoin de synthèses efficaces, claires pour nos étudiants. Alors, vous avez déjà déminé une des remarques que je voulais vous faire, c'est que, effectivement, réservé au dernier siècle, 1914-2016, une simple conclusion. Il faudrait peut-être y repenser pour la prochaine édition, parce que justement, on a besoin de ça, on a besoin de cette articulation entre le présent et le passé pour nos étudiants, qui sont des historiens souvent, et qui manquent cruellement d'une connaissance sur les enjeux contemporains. Alors peut-être qu'effectivement la bibliographie est nourrie, mais elle n'est pas plus synthétique et plus commode à manipuler pour eux que ne l'était celle qui concernait les bibliothèques du passé. Oui. Oui, c'est absolument le principal regret. Non seulement c'est mon regret, mais c'est même le regret de l'éditeur, ce qui est assez rare. C'est que l'éditeur m'a dit, Armand Collin, ils m'ont dit, il faudrait quand même faire un peu de place aux problématiques actuelles. Et en réalité, c'est une chose relativement facile enfin facile non, mais relativement facile tout au moins à cadrer. Je voudrais juste dire un petit mot, si vous m'y autorisez. Je crois qu'on a, en tant qu'ancien, enfin en tant que bibliothécaire, disons, on a une forme d'expertise qu'il faut, d'abord il faut l'assumer. Il faut dire oui, il y a des spécialistes des livres anciens, des livres en général, des bibliothèques en général, de la lecture publique, etc., etc. Et c'est un peu le rôle qu'on devrait avoir de faire comprendre, en somme, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est que ces objets dans lesquels, ces institutions dans lesquelles on rentre ou on ne rentre pas au fil des jours et au fil des années. C'est une grosse difficulté. Je crois que vous l'avez dit tout de suite, l'histoire des livres et des bibliothèques, d'une certaine manière, alors peut-être je ne serai pas de votre avis, il faut que ça soit fait par non pas par des bibliothécaires, mais à la limite par des praticiens de la chose, qui ont une certaine connaissance
de voir comment ça fonctionne, ce que ça peut signifier et sur quoi on peut déboucher en définitive. Mais là, c'est vraiment mon avis à moi. Je ne pourrais pas le défendre plus que ça. Alors, en revanche, vous parliez de l'éditeur, et là, moi qui suis également un auteur rarement colin, j'ai été très jalouse de voir qu'on vous avait autorisé à mettre des notes de bas de page et une bibliographie en 4 langues, dont du latin. Vous n'avez pas mon âge. Je n'ai pas votre âge, je n'ai pas votre stature d'auteur, mais j'ai quand même été très jalouse de voir qu'il y avait aussi tant d'illustrations si précieuses. C'est alors pas que... le mot que j'emploierais, tant d'illustrations. Oh, quand même. Il y en a quelques-unes, disons. Une vingtaine. Mais peut-être. oui, bon, Vous avez bien les négocié, choses se quand sont même. faites comme ça. Ça veut dire que j'ai quand même été pêché 3 sous 50 pour les donner à l'éditeur en disant si je vous trouve 3 sous 50, vous mettrez des images. Bon, il y en a encore, il m'a dit oui, si elles n'ont pas de droit de. Vous voyez le topo. Mais bon, ça c'est quand même la règle du jeu. Bon, alors, les qualités de ce manuel, il y en a un certain nombre, 3, me semble-t-il. D'abord, c'est d'abord d'avoir voulu faire des bibliothèques, non seulement un objet d'histoire, mais un objet pour les historiens. Là, vous disiez, l'histoire des bibliothèques est mieux faite par les bibliothécaires que par les historiens. Les mais bibliothécaires historiens. si elle peut être réinvestie par les historiens pour qu'ils puissent les mobiliser dans les questionnements historiographiques connexes ou plus larges, c'est une bonne chose. La deuxième qualité, c'est les problématiques, je vais y revenir, qui en font un ensemble très cohérent, très lié, là où le risque était toujours celui d'une succession de vignettes monographiques. Et puis, la troisième qualité, c'est de n'être pas seulement une compilation très utile des travaux existants en au moins 4 langues, mais aussi une œuvre originale nourrie de vos recherches personnelles depuis au moins une quinzaine d'années, et personnelles et collectifs, puisque vous avez dirigé beaucoup d'ouvrages collectifs sur l'histoire des bibliothèques. Moi, j'ai toujours en tête l'article de Francia, publié dans Francia en 1999, qui avait vraiment été cardinal dans ma manière d'appréhender les choses, alors que j'étais une jeune doctorante. Alors, je vais revenir sur les 3 choix méthodologiques qui me semblent structurer l'ouvrage, et puis poser certaines questions dans la foulée. Donc, le premier parti, vous l'avez repris, c'était d'aborder l'histoire des bibliothèques comme une histoire de l'institution bibliothèque. Vous employez aussi, vous reprenez le terme de dispositif, qu'on peut reprendre presque dans le sens que lui donne Agamben, c'est-à-dire l'ensemble des discours, des structures matérielles, des technologies intellectuelles, des ressources humaines mobilisées pour donner à lire, pour tenir les livres à disposition. Alors, on voit bien l'avantage de cette orientation de travail qui permet de faire une histoire totale de la bibliothèque, tout en étant sélectif et en donnant au lecteur un fil à tenir dans sa lecture. 2 fils en réalité, et là aussi vous en avez reparlé. Le premier, c'est de faire une mise au point dans la très longue durée de ce que peut être un public de bibliothèque et une bibliothèque publique, donc presque jusqu'à maintenant, je dirais, si on ne s'aventure pas jusqu'à la conclusion. Et le deuxième fil, c'est la structuration de cette histoire en une série de paradigmes dominants, où vous affinez le schéma que vous aviez proposé en 1999 en l'enrichissant. Vous aviez donc dans cet article de 99, c'était un schéma ternaire, la distinction à la fin du Moyen-Âge, l'utilité qui émergeait au XVIIIe siècle et l'identité à partir du XIXe siècle. Là, on voit d'autres. Alors, vous employez le terme de paradigme, parfois d'idéotype, on pourrait dire de configuration, de motif. Enfin, je ne sais pas à quel point ça a été formalisé, Enfin, on voit bien comment dans l'époque ancienne ça fonctionne effectivement comme un idéal type, la bibliothèque antique, la bibliothèque pour Dieu, la bibliothèque humaniste. Et ensuite on a une configuration qui est différente, puisqu'il s'agit plutôt de la fonction des bibliothèques centrales, la distinction, l'utilité, l'identité. Et pour la période contemporaine, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait plutôt La bibliothèque pour tous, d'abord. bibliothèque Ça, c'est l'invention du 19e siècle, la bibliothèque pour tous. Et c'est là qu'évidemment, il faudrait faire intervenir bien davantage la tradition anglo-saxonne. Parce que le modèle, à partir dans le dernier quart du 19e, en tout cas, c'est un modèle venu d'outre-Atlantique. Pour toute l'Europe, c'est pas du tout spécialement en France ou en Grande-Bretagne, mais bon, dans toute l'Europe, j'ai trouvé les mêmes discours. Il y a un point vraiment
qui est assez fascinant pour focaliser toute cette problématique, c'est la grande exposition internationale des livres et des bibliothèques qui est inaugurée à Leipzig à la fin de juin 1914. Alors cette exposition, par suite des événements, a eu un retentissement moindre qu'elle n'aurait pu avoir, mais les catalogues sont publiés et les différentes nations se sont employées à présenter ce qu'elles considéraient comme le plus représentatif, alors dans tout le domaine de l'économie du livre en général, mais dans le domaine des bibliothèques aussi en particulier. Et alors là, on voit très bien quelle peut être l'influence nord-américaine en l'espèce. Donc je crois que c'est un des problèmes fondamentaux qui se posent. Vous voyez bien vous savez mieux que moi d'ailleurs, sous la Révolution, on décide que c'est l'élection nationale et publique, il est évident que tout un chacun n'a pas lieu d'entrer dans ces fameuses bibliothèques publiques, et que d'ailleurs, en général, tout un chacun n'a rien à y faire dans la pratique. C'est-à-dire que c'est des dispositifs qui doivent être calés en fonction de publics un petit peu différents les uns des autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement creuser, pour moi. Alors, on voit bien les enjeux heuristiques de cette approche presque fonctionnaliste de la bibliothèque. Vous citez Malinowski, alors fonctionnaliste, parce que ça permet des rapprochements avec d'autres types d'institutions qui ont profité depuis plus longtemps de ce type d'approche, comme les musées, ou plus récemment, comme les archives. Et j'avais en tête un autre article de vous sur Florence, le cabinet Vieussieux, où vous faisiez le parallèle entre les fonctions des musées et les fonctions des bibliothèques. Ça me semblait éclairant. C'est-à-dire que souvent, cette distinction est difficile à faire, pendant un certain temps, tout au moins. Mais le cabinet Vieussieux, c'est un peu différent. Mais la distinction dans nos bibliothèques, comme on me l'a fait très justement remarquer quand j'ai commencé à enseigner l'histoire du livre dans une grande institution, on m'a dit, mais monsieur, vous l'ignorez sans doute, dans les bibliothèques, il y a bien autre chose que des livres. Et je dis, non, ça, je n'ignore pas, madame. Et dans la mienne en particulier, il y avait en effet des collections de tableaux. Le cas d'espèce, c'est quand même des choses comme la Gabertine, des institutions qui font à la fois partie de l'identité de la ville, parce que c'est l'identité de la ville, malgré tout, dans laquelle ça intervient, du patrimoine de la communauté ou de la collectivité, et puis qui pose des problèmes considérables dès lors que cette bibliothèque devrait servir aujourd'hui en tant que bibliothèque, ce pourquoi, en tout état de cause, elle n'a pas été conçue. Donc ça suppose des adaptations ou des dispositions à prendre qui ne sont pas évidentes. Mais la différence entre les musées et les bibliothèques est quand même un peu étroite. On voit bien par ailleurs comment cette approche permet, donc cette approche fonctionnelle par les fonctions ou par l'institution, permet de mettre en œuvre un certain mode d'écriture dont je suis assez familière pour vous lire quand même assez souvent, une écriture très fortement contextualisée, dans un contexte toujours très large, une écriture sélective qui fait l'économie des formes d'exposition qu'on rencontre classiquement dans les histoires des bibliothèques, c'est-à-dire les tableaux de chiffres, les statistiques, les schémas classificatoires. Alors vous l'avez rappelé, est-ce que c'est un rejet, un trop-plein de certaines lectures? Quand vous dites page 16 que la statistique des contenus ne nous informe que très indirectement sur les pratiques et les utilisations des livres, certes, mais ça ne me semble pas une bonne raison. Enfin, on peut étudier les contenus autrement que par les statistiques, et par ailleurs, le fait qu'on ne lise pas les livres n'est pas non plus une raison, puisque finalement, on peut faire autre chose avec les livres. On peut faire autre chose. Mais non, vous avez raison. Le fait est que quand nous étions étudiants, c'était la grande époque au fond de l'étude des bibliothèques privées, et on va au Minuté Central, on sort quelques inventaires de bibliothèques inventaires après l'essai, et après on les catalogue, ou plutôt on essaye de les mettre en fiche,
Et finalement, j'ai toujours eu le sentiment que quand on avait vu 1000, on avait vu le 1001e. C'était pas tellement la peine de creuser à l'infini. Il y avait aussi des choses qui me choquaient, le fait qu'il y avait une énorme surpoids sur le XVIIIe siècle et le reste restait un peu dans les limbes. Je crois que par exemple, l'utilisation des opaques, des catalogues informatisés, réellement, ça peut renouveler ce type d'approche, parce qu'on a là des moyens extrêmement efficaces, en tout cas, en tout état de cause, des choses qui n'existaient absolument pas antérieurement sont devenues possibles. Et on avait publié il y a quelques années, par exemple, un numéro de la revue que j'avais essayé de coordonner sur les langues d'imprimerie. Ça veut dire comment fonctionne au fond l'évolution les rapports des langues dans lesquelles on a imprimé entre le XVe siècle et aujourd'hui. C'est des choses qui étaient quasiment enfin, c'était peut-être pas impossible, mais c'était extrêmement difficile avec les centaines de volumes du catalogue général des livres imprimés de l'ABN. C'était un travail de bénédictin. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues possibles. Je crois que là, ça pourrait être renouvelé. Mais bon, vous avez certainement raison. Je crois que, au fond, mon idée, c'est maintenant, il faut essayer, vous avez employé ce terme d'idéal type, il faut donner des modèles auxquels des modèles de classification dans lesquels on peut placer tel ou tel type de bibliothèque. Il est évident que la bibliothèque que vous avez là sous les yeux à Debrecen, elle présente un certain nombre de caractéristiques qui sont dues au fait que c'est une bibliothèque calviniste, une bibliothèque de grande école, c'est-à-dire de haute école, Hochschule, de MK Strasbourg ou ailleurs, et puis qu'on est dans une géographie, ce qui est toujours une chose vraiment extrêmement importante du point de vue de l'alimentation des bibliothèques, dans les géographies où il n'y a pas de librairie. Ça veut dire comment vous vous procurez des livres dans des géographies qui sont relativement excentrées, ou même tout à fait excentrées par rapport aux villes où on produit, où sont localisés les éditeurs, et ça pose un certain nombre de problèmes qui orientent aussi le contenu des bibliothèques. De même que une des choses qui m'a vraiment j'ai un peu, comme on disait si élégamment avec Henri Jean Martin, on a tendance à noyer le poisson. Mais le problème de savoir dans quelle mesure vous devez parler des bibliothèques privées. Et d'ailleurs, jusqu'à quel point c'est une bibliothèque privée est une bibliothèque ou pas. Est-ce que, quand vous avez un petit rayonnage posé comme ça, c'est une bibliothèque avec quelques volumes posés dessus? Vous voyez, la question de la définition, déjà, est un peu délicate. Et quand vous êtes dans ces géographies comme celle de la Hongrie royale ou de la Transylvanie, nos collègues ont catalogué systématiquement toutes les sources d'archives donnant des inventaires de bibliothèques, et il est admis que ces inventaires sont retenus à partir du moment où il y a 15 volumes. Il était donc, si vous êtes à Paris ou ailleurs, et que vous commencez à faire ce genre de travail au XVIIIe siècle, c'est un travail sans fin, c'est pas la peine. Donc il y a toutes sortes de difficultés qui se posent, et peut-être sur lesquelles il faudrait attirer l'attention d'ailleurs du lecteur, parce que l'auteur n'est pas censé les résoudre toutes. C'était vraiment la question que je voulais vous poser maintenant, donc ça tombe bien que vous y répondiez avant même que je vous pose la question. Parce que en vous lisant, en tout cas pour une 18e, on a vraiment l'impression d'un pas de côté par rapport à la manière dont les historiens modernistes, et particulièrement les 18e, ont acclimaté l'objet bibliothèque dans leurs travaux. On est encore dans cette période qui a été ouverte ou renouvelée par Daniel Roche, qui a ils ont sensibilisé les historiens aux enjeux d'une histoire culturelle et sociale des bibliothèques. Et tout l'ensemble des travaux qui sont aujourd'hui utilisés par les historiens, je pense donc à l'étude de Vandamme sur les jésuites lyonnais, d'Anne Béroujon sur les écrits lyonnais au XVIIe siècle, de Fabienne Henriot sur les bibliothèques des couvents mendiants de Lorraine. C'est une histoire sociale et culturelle des bibliothèques. Et même si on reprend les travaux de Marie-Hélène Frosch-Chopard sur... elle part des catalogues et des inventaires, mais elle en fait une histoire culturelle des intérêts intellectuels des religieux. Et là, on a ce décalage. Vous êtes
vous replacez toujours les bibliothèques dans ce monde de l'écrit, dans les cultures de l'écrit, dans l'évolution de la typographie, des réseaux marchands, des systèmes d'information bibliographique. Mais on voit qu'à partir d'un moment, ça s'arrête. L'institution bibliothèque ne percole pas très bas dans la société. On retrouve certaines figures de bibliophiles, ceux qui ont donné leurs livres pour faire des bibliothèques publiques, mais on voit la clé d'inclusion, elle est toujours politique. Elle n'est jamais celle d'une histoire culturelle et sociale du livre. Alors, justement, c'était là la question. Est-ce que c'était votre grille, la grille politique, qui finalement est un curseur comme un autre pour faire le tri dans ces bibliothèques, puisque vous avez intégré celles qui avaient une dimension politique au sens très large? Oui, au sens large. Oui, probablement. Probablement. Évidemment, quand on passe, c'est un des inconvénients qu'on avait déjà dans l'histoire des bibliothèques françaises. Et on ne peut pas, et pourtant c'est ce qu'on a fait, commencer l'histoire des bibliothèques françaises en parlant d'Alexandrie et d'un certain nombre d'autres choses qui sont malgré tout assez éloignées de la tradition de nos, non pas de la tradition, mais de la réalité de nos bibliothèques même à l'époque gallo-romaine. Mais si on prend les choses vraiment sur le long terme, ça veut dire entre le haut Moyen Âge et l'époque actuelle, pratiquement c'est un problème un petit peu sans solution. Ça veut dire qu'il y a un moment jusqu'à la fin peut-être au XIVe siècle où on est dans une société extrêmement étroite, où les gens qui ont des livres, c'est une minorité dans la société, encore une minorité longtemps dans les maisons religieuses, puis dans la société urbaine. Et puis les choses s'élargissent progressivement, ça veut dire l'équilibre qui fait qu'on va définir les bibliothèques qu'on étudiera va changer d'une manière extrêmement profonde entre le début de la période et la fin. Donc, si vous dites que oui, c'est un contenu politique, autrefois on disait, vous savez, on avait fait un colloque il y a quelques dizaines d'années déjà, malheureusement, qui s'intitulait Histoire sociale, histoire globale. L'idée, c'était en effet l'histoire sociale à la française, c'est une histoire, au fond, générale des sociétés. Ça veut dire le caractère indéfinissable de l'histoire sociale donnait au concept une efficacité d'autant plus grande, et l'histoire sociale désignait, en somme, l'histoire globale des sociétés dans leur ensemble. Probablement, je suis un peu sur cette tradition-là, avec le double souci. Premièrement, bon, c'est aussi celui de Daniel Roche, et d'abord celui de Daniel Roche, les pratiques, les modes d'utilisation, les manières de faire, le matériel, les meubles, enfin toutes sortes de dispositifs comme vous en avez là. Et puis deuxièmement, les représentations, c'est-à-dire à quoi ça peut servir, quelle idée on s'en fait. Pour nous qui sommes, pour moi, alors je m'excuse, vraiment, je vais être tout à fait choquant, mais pour moi qui suis au fond un peu habitué aux livres, le fait que la bibliothèque soit tellement chargée de symboles, c'est toujours un peu surprenant quelque part. Je ne vois pas finalement pour moi, il n'y a pas de raison rationnelle. C'est une bibliothèque, mais malgré tout, le fait est que ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, vous avez... Je pense qu'il faut déplacer en somme la focale d'une période à l'autre, et il faut faire, comme vous le dites, un certain nombre de choix. Autrefois, j'aurais dit c'est de l'histoire sociale, mais ça fonctionne moins bien s'agissant d'un domaine comme celui des bibliothèques. Alors, si vous dites histoire politique, ça ne me choque pas si on met politique entre guillemets, qu'on dit oui, c'est la politique au sens la manière de vivre ensemble, disons. Là, oui, c'est un petit peu cela. Et mais je reconnais que c'est une manière de clause de style, tout à fait, dans mon esprit en tout cas. Ça résout un certain nombre de questions en même temps relatives à la définition de l'écrivain. Une des choses qui m'avait frappé toujours, pardonnez-moi, et on a encore parlé de ça à Fribourg, en Suisse, il n'y a pas très longtemps, quand on vous dit, vous voyez, l'histoire bibliothéque est toujours faite dans le même sens.
Vous êtes en 1700, et à partir de ce moment-là, c'est la marche à la bibliothèque publique. Ça veut dire, au fond, il y a un ordre des choses qui est celui-là et qui fait qu'on va dans cette direction naturelle qui est celle de la marche à la bibliothèque publique. D'abord, ce n'est pas forcément vrai. Ensuite, je ne sais pas s'il y a un ordre des choses, mais disons qu'il faut au moins poser la question. Et puis enfin, la bibliothèque publique à la fin du XVIIIe, c'est une des choses, vous qui avez bien plus d'expérience que moi dans le domaine de la pédagogie, auquel il faut rendre sensibles les étudiants. Ces mots ce sont les mêmes mots qu'on utilise, mais ils n'ont en rien les mêmes contenus. Ça veut dire bibliothèque publique au XVIIIe, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler bibliothèque publique aujourd'hui. Et si on pose la question dans la rue, on aura encore des distorsions encore plus flagrantes. Donc c'est une des choses qui m'avait frappé, le côté dont on a parlé à Parme, le côté, en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais le côté, ce public, ce n'est pas le public dont on parle. Un des petits soucis de l'auteur, c'est de donner l'idée de la relativité d'un certain nombre de choses, en tout cas, et qu'il faut penser un petit peu soi-même. Alors, donc ça c'était à mon avis le premier ensemble de remarques sur cette approche par l'institution, bibliothèque, et il faudrait que vous m'expliquiez ce que vous appelez une histoire institutionnelle. Vous disiez à un moment, l'histoire de la bibliothèque comme institution n'est pas une histoire institutionnelle, ne peut pas être. On le comprendra bien, une histoire institutionnelle. Alors on voit bien que c'est une sorte de repoussoir qui doit faire référence à des monographies extrêmement culturelles, mais est-ce que c'est une histoire institutionnelle? Ah ben, au fond, c'était une perspective un petit peu liée à l'anthropologie telle qu'on la pratique maintenant, c'est-à-dire l'histoire institutionnelle serait une histoire qui effectivement dépasse le cadre des institutions au sens où on les entendrait le plus couramment, les institutions de l'État, les institutions de ceci ou de cela. L'institution, c'est quelque chose qui est reconnu implicitement par la société comme fonctionnant dans un certain cadre, etc. Mais ce n'est pas nécessairement une institution qui sera désignée comme la Cour des comptes ou autre chose. C'est un peu à ça que je pensais. Et encore une fois, il y a toujours un peu chez votre serviteur l'idée que les années passant, il faut attirer l'attention sur des choses qu'au fond je regrette d'avoir vu se passer. Il y a des années, on a fait un colloque à Budapest. On rentre à la Bibliothèque nationale. Là, on entre dans la Bibliothèque Széchenyi. Et dans le hall de la Bibliothèque Széchenyi, il y a des sortes de grands aquariums, enfin des boîtes en verre en somme, dans lesquelles on a mis du mobilier de la bibliothèque autrefois. Donc le bureau du bibliothécaire, des étagères, des échelles, etc. Et ça m'avait frappé. D'abord, c'était une bonne idée, a priori, une sorte de musée de la bibliothèque. Et ensuite, le fait est que on avait tous les collègues français qui étaient là disaient « Ah oui, tiens, on avait ça dans notre bureau, tu te rappelles, c'était dans un coin ici ou là, etc. » Et puis on l'a bazardé, comme le reste. Il y a un peu aussi, je crois, alors vous pardonnez, je crois qu'il y avait un peu, il y avait ce souci d'attirer l'attention sur le fait que voilà, des objets avec lesquels on a en effet travaillé, fait de l'histoire et de l'histoire en général, de l'histoire du livre en particulier. Et puis il y avait aussi le souci de dire que les bibliothécaires, alors je ne sais pas si vous serez de mon avis, ont toujours, il me paraît, et j'étais moi-même, ont une sorte de complexe. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée qu'il faut que la bibliothèque, au fond, n'ait pas l'air d'une bibliothèque, c'est-à-dire un lieu fermé, ringard, poussiéreux, réservé à une certaine clientèle, entre guillemets, etc. etc. Et donc, on ouvre les fenêtres et on fait circuler l'air, un grand fracas. Et je crois que, bon, c'est une bonne chose, probablement, mais au fond, notre rôle, c'est aussi de dire, voilà, ici, vous êtes chez vous, ce sont les lieux tels qu'ils existent, tels qu'ils ont existé, on peut les améliorer, mais il faut donner à comprendre que c'est quelque chose dans lequel nos concitoyens doivent aussi se retrouver, et pas nécessairement avoir honte d'un certain nombre de... On n'a pas directement honte, c'est un peu implicite. Et je crois qu'une des meilleures traductions de la chose,
c'est en français l'idée d'avoir supprimé le mot bibliothèque. Parce que bibliothèque ne peut plus s'appeler bibliothèque, sauf certaines très grandes bibliothèques dont, au fond, la qualité ne se discute pas. Mais vous voyez bien qu'une bibliothèque, c'est une médiathèque. Mais si vous allez en Suisse francophone, vous voyez bien qu'une bibliothèque s'appelle bibliothèque. Une bibliothèque en Belgique francophone, ça s'appelle bibliothèque et pas autre chose. Et quand vous êtes dans une bibliothèque universitaire qu'on appelait... Donc quand j'ai commencé, ça a commencé à dérailler en se définissant comme bibliothèque interuniversitaire. Maintenant, c'est un SCD. Je mets au défi quiconque de la vie normale de savoir ce que ça veut dire un SCD, un Service Common Documentation. Ça n'a pas de sens, ça veut dire que c'est bibliothèque. Quand on est à l'ENSIB, à l'école bibliothécaire à Lyon, pour les élèves, il est flagrant que pour eux, une bibliothèque, c'est un endroit dans lequel, au fond, un genre de bâtiment, grosso modo, dans lequel, grosso modo, on trouvera a priori des livres. C'est l'idée générale. On n'a pas besoin de manifester constamment que cette idée, eh bien, nous sommes nous aussi de notre époque, et que cette idée est donc périmée, c'est pas vrai. Si vous m'excuserez. Hein. Mais c'est une des idées, une des choses que j'essaye toujours de dire, parce que Dieu sait que la tendance est assez lourde. J'y pensais justement tout à l'heure parce que l'adresse internet du SCD d'Aix-Marseille Université est toujours bu-ex.fr. Oui, à la rigueur, BU, on comprend. Si on a été étudiant, tout le monde sait ce que c'est. Alors, le deuxième ensemble de remarques que je voulais faire sur donc les grands axes méthodologiques qui structurent le livre et qui me semble vraiment très réussi, c'est de faire de la bibliothèque un lieu et un objet de transfert culturel. Ça, la problématique est annoncée dès le début et elle est très développée. La bibliothèque, c'est un lieu de transfert parce qu'elle contient des livres, parce qu'elle contient, qui plus est, des livres d'un autre temps, d'un autre lieu, parce qu'elle-même, dans l'imaginaire qu'elle incarne, dans les fonctions dont elle est investie, dans sa décoration, dans son organisation matérielle, intellectuelle, est l'objet et le résultat de circulation qui ont fait l'objet d'une appropriation locale. Et il y a beaucoup d'exemples très nombreux, très percutants de ce fait. Celui que je préfère, je crois, c'est l'histoire du catalogue sur fiche, qui a été inventé par les lettrés pour se débrouiller, tout simplement, qui a été repris presque honteusement par les bibliothécaires pour préparer leurs vrais catalogues monumentaux, qui est passé aux États-Unis et qui est revenu par la grande porte, acclamé comme un symbole d'absolue modernité. Et ça, je trouve vraiment que c'est un des plus beaux exemples du livre. Alors, cette inscription de l'histoire des bibliothèques dans les approches relationnelles, donc vous l'appelez transfert culturel, qu'on pourrait aussi appeler histoire croisée ou différemment, donne un grand dynamisme à cette histoire des bibliothèques, qui est prise vraiment dans le tournant des mobilités. On voit les modèles bibliothécaires qui circulent, on voit les règlements, les cadres classificatoires, on voit aussi comment ils circulent. On voit les hommes circuler, les bibliothécaires, les voyageurs, les armées, on les voit d'un bout à l'autre de l'Europe, alors avec le tropisme qui est le vôtre, hein, c'est-à-dire un tropisme quand même qui est très Europe continentale. On voit un petit peu l'Italie, on voit France-Italie, on voit France espace germanophone, on ne voit pas trop espace germanophone Italie alors que les relations étaient fortes. Et on voit un petit peu l'Atlantique, au-delà de l'Atlantique, mais pas beaucoup. Vous l'avez déjà regretté. Et cette perspective donne un autre sens aux citations des voyageurs, qui sont nombreuses, qu'on trouve souvent dans les histoires de bibliothèques de manière très illustrative, pour mais des citations de voyageurs qui racontent leur visite dans une bibliothèque. Ici, ça a vraiment un sens parce qu'on voit fonctionner ce comparatisme de l'espace public, comme disait Daniel Roche. On voit que les voyageurs transportent avec eux leurs a priori, leurs modèles, et qu'ils vont chercher d'autres modèles ailleurs. Et ça, je trouve que vraiment, ça fonctionne très bien dans le livre, et ça participe vraiment de ce liant qu'on trouve à la lecture. Troisième point, vous en avez un petit peu parlé aussi, c'est d'avoir envisagé cette histoire des bibliothèques du point de vue d'une histoire instrumentale. Vous l'avez repris dans la présentation. Alors, de la manière dont vous le présentez, donc, je vous cite, hein, non seulement les conditions matérielles du travail et des activités intellectuelles jouent un rôle dans l'exercice de la pensée,
Mais l'influence du monde des bibliothèques sur celui des idées peut se faire sentir par le biais des techniques spécialisées peu à peu mises au point pour le traitement des livres. Alors, dans la manière dont vous le décrivez, il s'agit pour vous de faire bénéficier l'histoire des bibliothèques des problématiques qui ont fait de l'histoire du livre, il y a plusieurs décennies, un des chantiers les plus dynamiques de l'histoire culturelle. Et vous vivez un petit peu sur l'héritage d'Henri Jean Martin. On pourrait présenter les choses d'une autre manière et raccrocher aux questionnements très contemporains, très actuels et aux problématiques qui sont développées aujourd'hui autour, en particulier, des matérialités du travail savant. Et ce qu'on a appelé le practical turn, depuis l'histoire depuis les lieux de savoir, et puis pour en rester à l'actualité éditoriale, le dernier ouvrage de Françoise Vaquet, Comment les savants travaillent, l'ordre matériel du savoir. Et d'une certaine manière, cet ouvrage de Françoise Vaquet est un petit peu l'autre face de la monnaie que représente votre livre. On voit dans son ouvrage tout le temps la bibliothèque en toile de fond, avec des savants qui essayent de bricoler des manières de s'en sortir devant l'immensité des livres. Ils font des fiches, ils font leur petit catalogue à eux. Et elle historicise, elle aussi, d'un bout à l'autre de l'histoire, ces manières de travailler. Et vous présentez d'une certaine manière l'autre face, en montrant qu'on ne travaille pas de la même manière si on peut accéder au livre ou si on est derrière une barrière, si on a accès au catalogue ou pas, si on a accès soi-même au livre ou pas, si on est debout, si on est assis, si on a de la lumière ou pas, si on a froid ou pas, s'il y a des moyens de chauffage, si on peut prendre les livres chez soi, et aussi si on peut parler ou non. Et là, je trouvais très éclairant cette manière d'intégrer la bibliothèque dans les sound studies, en se disant, est-ce qu'il y a du bruit dans la bibliothèque? Est-ce que c'est un espace silencieux? Quelle est l'histoire des bruits dans ces bibliothèques? Donc, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être rassemblées dans cette perspective. Toujours dans cette histoire instrumentale des bibliothèques, il y a tout le pan qui concerne les classements, les outils bibliographiques. Et là, vous l'avez rappelé, on est dans une actualité éditoriale foisonnante, puisqu'il y a le catalogue d'exposition sur les catalogues, donc celui de la Mazarine et de la Bibliothèque de Genève, de l'Argile au nuage. Il y a aussi le livre dirigé par Malcolm Wolsby à peu près à la même période, sur les listes de livres. Aucun des deux ne se cite mutuellement. Je crois qu'il avait été oublié dans la bibliographie. C'était à peu près en même temps. Et puis il y a l'ouvrage collectif que j'ai pris, Classer les archives et les bibliothèques, qui vient de paraître au Pur, résultat d'un séminaire, donc sur les raisons classificatoires. Alors, c'est vraiment intéressant tout ce foisonnement bibliographique actuel sur la question, qui fait écho aux enjeux actuels, et les trois ouvrages d'ailleurs le rappellent dans l'introduction, et vous le rappelez dans la conclusion, le lien entre l'histoire longue de ces techniques, la liste, l'inventaire, le catalogue, et la recomposition radicale de nos modes d'accès à l'information, l'apparente obsolescence des logiques classificatoires, l'émergence de nouvelles manières qui paraissent totalement soit aléatoires, soit au contraire dont on cherche les logiques intrinsèques. Je pensais au dernier article la dernière contribution dans l'ouvrage Classer les archives et les bibliothèques sur le web sémantique. Et vous rappelez, vous, dans la conclusion, combien la gestion de l'information, y compris celle qui n'est pas dans la bibliothèque, son triage, sa mise en ordre, son intelligibilité, est une des tâches sur lesquelles refonder le rôle social des bibliothèques aujourd'hui. Y compris, si j'ai une minute, pour dire que les questions de l'économie et de la communication sont souvent mal posées. C'est-à-dire que quand on est au fond, dans la logique d'Internet, ou dans une logique assez banale aujourd'hui, on attend, je pose une question, il y a une réponse. C'est oui, c'est non, il y a toujours une réponse. Au fond, on attend une réponse univoque. Et je crois que c'est aux antipodes de la manière dont on peut travailler. Ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est pas forcément la réponse, c'est ce qui n'est pas dit, ça veut dire le bruit. Quand vous allez, comme vous le disiez, sur les rayons de la bibliothèque comme la bibliothèque de la rue d'Ulm, alors je vais trouver des livres que je connais parce que je les cherche.
Mais à la limite, ce qui est le plus intéressant, c'est les quantités invraisemblables de livres que je ne connais pas et dont j'apprends l'existence rien qu'en me transportant sur le rayonnage en question et en constatant que je suis environné de choses qu'il faudrait que je connaisse. Donc, c'est un peu un des inconvénients des systèmes, peut-être pour moi, un des principaux inconvénients des systèmes actuels, que, implicitement, il y a une réponse à chaque question, alors que on aurait tendance précisément à s'intéresser à ce qui n'est pas la réponse. À dire, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à côté, c'est le bruit, c'est ce que je vais trouver par hasard, c'est ce que ne nous fournira pas le système. Mais sinon, tout à fait d'accord avec vous. Toutes ces histoires de listes aussi me faisaient penser à ce qui se fait beaucoup en histoire moderne actuellement sur la scripturalité administrative, les écritures grises, la manière dont on fait des listes de tout, de soldats, de comptes, etc. Alors je finirai, pour laisser le temps aussi à la salle de poser ses questions, sur une question sur le plan et sur les dates charnières, qui sont une sorte de quiz, quand même. Alors, le chapitre Le temps de Dieu se termine en 968. J'ai dû dire ce que c'est la fondation de l'archevêché de Magdebourg, mais oui. Qui le sait? Enfin, moi je ne savais pas. Mais c'est dit dans le texte. 1439, le concile de Florence. 1545, fin du chapitre 4, publication de la Bibliotheca Universalis de Gesner. 1727, fin du chapitre 5, publication de l'avis pour dresser une bibliothèque. 1719, là vous ne le dites pas, mais on devine que c'est le début de la direction de Bignon à la Bibliothèque Royale. 1789, 1851, 1914. Alors, c'est assez amusant de voir comment on a là sans vouloir faire de l'interprétation trop peut-être abusive de vos choix, mais les premiers chapitres, les dates charnières sont des dates assez larges dans l'histoire de la chrétienté, de l'organisation du monde en quelque sorte. Oui. Après, on a 3 dates qui sont très très liées au monde des bibliothèques, Naudet et Bignon, et ensuite on repart dans une périodisation universelle. Alors est-ce que cette oscillation entre l'hétéronomie des grandes respirations de l'histoire européenne et puis l'autonomie d'une institution qui construit les bases de sa science, c'est le signe d'une difficulté à articuler, à insérer l'histoire des bibliothèques dans une histoire plus vaste sans les perdre? Non, vous avez raison. D'ailleurs, en le reprenant pour venir tout à l'heure, comme ça fait quand même 2 ou 3 ans, j'ai regardé et j'ai moi aussi cherché ce que j'avais pu donner comme date. Il était évident que ce sont des dates qui servent de symbole et que j'aurais pu en choisir d'autres. Il était évident aussi que d'une certaine manière, elles me concernent. Et il est évident enfin, moi je vous dirais, si on est dans l'ordre de la rhétorique, mais vous avez fondamentalement raison. Je ne voyais pas de moyen d'échapper, par exemple, à la date de 1789, pour l'histoire des bibliothèques, surtout quand on est en France. La guerre de 14, malgré tout, a joué peut-être un rôle, mais bon, c'est encore, on pourrait en discuter. Mais si on est dans la rhétorique, je vous dirais, la réponse à votre question, c'est au lecteur de la donner. Non, si ça fonctionne ou pas. On va laisser la parole à la il était donc que j'aurais pu choisir une autre date que celle de la fondation de l'archevêché de Magdebourg. Malgré tout, le Magdebourg, bon, c'est l'époque où cette construction de l'Europe, je vais être tout à fait inconvenant politiquement, incorrect, mais si on considère l'Europe comme ayant une certaine tradition chrétienne, c'est en partie à ce moment-là qu'elle se fonde, avec l'archevêché de Magdebourg et les autres archevêchés qui sont ceux de la christianisation des marges, disons, de la chrétienté romaine, donc Gnesen, Esztergom, Gran et un certain nombre d'autres, alors 968, etc., jusqu'à l'an 1000, grosso modo, c'est un petit peu interchangeable. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on est sur le Danube ou au-delà de l'Elbe, d'une certaine manière, on entre dans une chronologie et dans une problématique qui sera celle des universités, qui est celle pilotée par l'Europe occidentale, avec ses livres, avec ses bibliothèques, avec ses manuscrits, avec ses auteurs,
avec la Peregrinatio Academica et un certain nombre d'autres choses. Donc, je dois vous dire, oui, d'une certaine manière, j'ai choisi des dates un peu étranges parfois, et d'une autre manière, avec le souci qu'elle renvoyait à quelque chose qui n'était pas totalement négligeable. Le Concile de Constance, oui. En plus, quand on écrit quelque chose, il faut avoir un certain souci de l'équilibre des chapitres. Il ne faut pas qu'il y ait des petits chapitres, des gros chapitres, des grosses parties. Il faut qu'il y ait, tout ça soit à peu près d'aplomb. Le Concile de Constance, c'est peut-être moins efficace que le Concile de Bâle ou celui pardon, le Concile de Florence, que le Concile de Bâle ou celui de Constance, dont on a montré quand même très joliment que c'était des conciles qui duraient plusieurs années, bien sûr, et que c'était le moment où dans ces villes qui étaient des villes moyennes, Constance ou Bâle se réunissaient quasiment une université de l'importance qui faisait que c'était une des capitales de la pensée. Ça devenait pendant un temps une des capitales de la pensée européenne. Tout le monde, tous les intellectuels s'y retrouvaient. Il y avait des libraires, on produisait des livres. On avait à Bâle des manuscrits qui arrivaient de l'Espagne, un corps qui est juste, disons, au terme de la Reconquista, etc., etc. Donc c'est des choses qui ont réellement joué un rôle peut-être beaucoup plus important qu'on ne l'a dit et que je ne l'ai dit pour la construction de l'économie moderne de la librairie et des bibliothèques, ces grands conciles. Florence, c'est peut-être moins sensible quand j'y pense, parce qu'on est en Italie malgré tout. Ça veut dire qu'il y a un décalage chronologique. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui se pose toujours dans ces livres. Quand vous prenez une histoire, même de l'Europe, vous voyez bien que ici vous êtes en avance, là vous êtes en retard. Quand vous faites un choix chronologique, ça pose des problèmes qui ne sont pas si évidents toujours à résoudre. Mais mille merci de toutes ces remarques. Oui, quelqu'un Qui a des questions? Bonsoir. On parle souvent en fait des bibliothèques qui sont expurgées, disons par par la censure ou alors par des changements de régime. Mais est-ce que il y a des réflexions qui ont été faites autour du trop plein, par exemple? Vous avez parlé de la date charnière de 1789. Donc quand finalement la censure est levée et qu'on peut imprimer plus ou moins librement. Et donc on a une pléthore de pamphlets, différents ouvrages. Est-ce qu'il y a justement une attestation, enfin des ressources qui montrent qu'il y a un sentiment de débordement avec l'arrivée de tous ces documents en bibliothèque, ne serait-ce que par le dépôt légal? Je pense que c'est antérieur à la Révolution, le fait que c'est Louis-Sébastien Mercier qui était. Oui, alors la bibliothèque a brûlé, et on gardait Oui. quelques feuilles. Alors Françoise Vaquet, justement, dans l'ouvrage que j'évoquais, Lors de Matériel du Savoir, consacre un chapitre à ce sentiment de trop-plein qui est qu'on voit apparaître dès le XVIe, début XVIIe siècle, de savants qui sont absolument débordés et qui, justement, inventent des bricolages pour se tirer de ce trop-plein. Et elle fait cette histoire du sentiment à la fois de trop plein de livres et de manque de temps du savant aussi. Ce sont deux choses qui vont de pair, que l'on retrouve là dans les bibliothèques dématérialisées aussi, ce sentiment de ne pas réussir à se retrouver dans les bibliothèques virtuelles et donc le besoin d'inventer des instruments. Et je n'ai pas l'impression que la Révolution coïncide avec une exacerbation de ce sentiment de trop-plein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, parce que malgré tout, tout ce dont vous parlez ne fait pas l'objet du dépôt légal. En réalité, ce n'est pas déposé. Et je pense que les trois quarts de ces petites pièces, on les conserve un peu par hasard. Elles n'ont pas fait l'objet de... La Révolution est quand même aussi un moment où l'administration est relativement désorganisée. Où un certain nombre de choses ne fonctionnent pas. Mais il y a un autre aspect dont vous parlez sur lequel on peut attirer l'attention, c'est sur l'idée que dans les bibliothèques les plus ouvertes, il y a toujours des livres qui sont inaccessibles. Ça veut dire qu'elle, y compris jusqu'à la période actuelle, mais quand on va à Eger,
en Hongrie de l'Est, dans la bibliothèque de la haute école, de la grande école de Eger, qui était l'école liée à la, comment dirais-je, dans l'orbite de l'évêché. Le plafond de cette bibliothèque, je n'ai pas la date comme ça, mais c'est 1770 à peu près, plafond baroque, en trompe-l'œil. Ce qui est mis en scène, c'est la session du Concile de Trente qui institue l'index. Ce qui, je trouve, un programme assez extraordinaire au plafond de bibliothèque. Et à contrario, quand on va à la Mazarine, on a maintenant des sources. La Mazarine, le plafond est vierge, il est blanc, ou il est blanc cassé. Et les sources le disent, le plafond est blanc, on ne va pas peindre au fond sur le plafond un programme de lecture pour les utilisateurs parce que le programme est dans les livres. Et je trouve ça absolument fascinant. Ça veut dire, ça c'est à la limite, peut-être c'est le jansénisme en marche en quelque sorte d'une certaine manière, c'est vraiment une spécificité française que cette idée que le plafond va rester vierge parce que le lecteur trouvera son programme dans l'utilisation des livres. Mais il y a d'autres éléments assez cocasses souvent sur la manière de ne pas communiquer, y compris de ne pas communiquer tel ou tel texte, y compris jusqu'à l'époque la plus récente. Si vous reportez aux Mémoires d'Henri Jean Martin, vous aurez des épisodes assez amusants sur le catalogage de l'enfer de la Bibliothèque nationale. Parce qu'en fait, je pensais par révolution justement au moment où, comme il y avait le privilège du roi avant, donc il y avait beaucoup d'ouvrages qui pouvaient être refusés par la censure, et que comme il n'y avait plus de censure, donc il a pu y avoir, on peut appeler un rush peut-être d'ouvrages en bibliothèque. Si il faut voir s'il y a juste un phénomène particulier à ce moment-là, en fait. Non, franchement, la question des livres qui rentrent dans les bibliothèques en France sous la Révolution, c'est le premier problème, c'est les livres qu'on a confisqués. Ça, c'était des problèmes massifs qu'on n'avait pas du tout imaginé et devant lesquels on s'est trouvé pratiquement, non pas du jour au lendemain, mais à très court terme. Donc, et accessoirement, le fait que, au fond, ces livres qu'on avait confisqués, beaucoup plus que ceux qu'on publiait du jour au jour le jour, mais les livres qu'on confisquait ne correspondaient absolument pas au programme d'une bibliothèque qu'on supposait nationale. Ça veut dire l'édification du citoyen dans le sens de la République nouvelle, en quelque sorte. Évidemment, les livres qu'on avait confisqués ne correspondaient pas à ce genre de choses et ça a posé une quantité de problèmes. Mais je crois que pour pour ce qui est de la production imprimée, au fond, le grand changement des années révolutionnaires, probablement du point de vue de l'équilibre général de la production, ce n'est pas une histoire des bibliothèques, là, c'est l'histoire générale de l'édition, et ça vous connaissez aussi mieux que moi, c'est probablement qu'on publie moins de livres au sens matériel du terme, mais beaucoup plus de journaux, de périodiques, de pièces de toutes sortes. Et alors tout ça, évidemment, ça fait des masses de titres, mais ça ne fait pas le même kilométrage de rayonnage, et c'est pas nécessairement déposé, on les conserve un peu par la force des choses, mais ça n'a pas fait l'objet du dépôt légal. Oui, il peut y avoir une euphorie de la publication et des lecteurs qui trouvent beaucoup de choses sans que ça se répercute immédiatement sur les bibliothèques institutionnelles. Non, leur gros problème, ça a été ce que vous avez dans le cas de Strasbourg, des centaines de milliers de volumes, et puis en même temps, ce à quoi on ne pense pas, on avait quand même, passez-moi l'expression, on avait viré tous les bibliothécaires, qui étaient pratiquement tous les bibliothécaires des maisons religieuses. Un certain nombre d'anciens religieux se sont recyclés dans les nouvelles bibliothèques, mais enfin, malgré tout, il y a eu une période où les gens qui étaient compétents, et on le voit très bien quand on est dans les archives de la Mazarine, c'est fascinant, vous voyez, quand ils essayent d'organiser les confiscations, et qu'ils écrivent dans des districts. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Dordogne ici, mais je me rappelle du district de Ribérac en particulier. Et il est évident qu'à Ribérac, on a confisqué, comme partout, des quantités de livres, et puis qu'il n'y a plus personne qui sache même le latin pour cataloguer les choses en question. Donc, quand on vous demande envoyez-nous dans les 15 jours citoyens les fiches catalographiques de ce que vous avez confisqué. Là, c'est un petit peu... je donne d'ailleurs une citation qui m'a toujours plu. Cet objet
Pour cet objet nous a paru si futile qu'on n'a pas répondu à l'instant. En plus, les circonstances étaient celles qu'elles étaient. C'est-à-dire que dans une certaine partie de la République, il y avait des problèmes qui n'étaient pas exactement ceux des livres, et qui avaient une certaine forme d'immédiateté, en somme, d'urgence. Mais oui, il y avait cette question, qui va le faire, et qu'est-ce qu'on va faire, et qui va pouvoir le faire. Pardonnez-moi. Non. Sans revenir sur la question sempiternelle, d'ailleurs, de savoir jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on a détruit, quelle masse de choses ont disparu, etc., etc. À propos de la bibliothèque d'Alexandrie, moi j'ai entendu des égyptologues dire qu'elle n'avait jamais existé. Que c'est quand même tout à fait improbable fantasme. qu'elle n'ait pas existé. Apparemment, elle a existé, oui. C'était un lieu de... On appelle ça la bibliothèque, au fond, le meuble ou le local où on range les livres, mais c'était aussi... ça a fonctionné surtout comme une sorte d'académie, et c'est malgré tout là qu'on a inventé la philologie occidentale, c'est-à-dire l'étude des textes, l'exégèse, toute la question de la problématique de la traduction, c'est là que ça s'est d'abord fondé. Donc oui, elle a certainement existé, mais c'est pas ma spécialité. Il y a eu un ouvrage tout à fait récent, publié à la Bodmeriana à Genève, deux énormes volumes qui fait un peu le point sur ce qu'on sait. Ce que je trouve toujours vertigineux, c'est en effet que ça s'est évaporé. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui en est, beaucoup de ces sources dont on dispose aujourd'hui, de textes littéraires qu'on a retrouvés plus tard, dont la tradition est celle d'Alexandrie, on les a retrouvés dans des endroits, dans des bibliothèques complètement à l'écart, c'est-à-dire en Germanie ou bien en Grande-Bretagne, dans des bibliothèques qui n'avaient pas été détruites et qui n'avaient pas été beaucoup fréquentées, et où on retrouvait de ces monuments de plusieurs siècles d'ordre. Il y a un problème fondamental qu'on n'a peut-être pas évoqué dans l'histoire de la bibliothèque, c'est le changement de support aussi. C'est-à-dire qu'à Alexandrie, vous avez des rouleaux, vous avez des volumina. Dès lors que vous passez au codex, au codices, il se pose la question de la translittération. Ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'il y a sur les volumina et le transcrire sur les codices. D'une manière générale, c'est un travail qui n'est jamais fait. On ne transcrit que ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse. Le reste, on le laisse de côté, et puis ça va disparaître parce que ça n'intéresse personne, et finalement, ça se détruit ipso facto. Mais dans le cas de ces bibliothèques de l'Antiquité, avec le passage, avec la christianisation et le passage à l'économie des codex, c'est quelque chose de tout à fait décisif. On n'a jamais recopié systématiquement l'ensemble de ces corpus monumentaux pour les conserver. On a uniquement essayé de conserver ce qui nous intéressait au moment où on le recopiait. Est-ce qu'on est en état de pouvoir construire l'histoire de la phobie du double, du double, du tri, du désherbage, de cette conservation en creux? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais je pense que non, Dieu soit loué. Ah bon? Bah, si, bien sûr qu'on peut. À partir du moment où on a une question, on peut chercher les sources. Alors, bon, vous pouvez, mais ça commence quand? Supprimer les doubles, oui. À conserver l'édition la plus récente et balancer la plus ancienne, c'est des choses qu'on constate dès le XVIe siècle. Ouais. Et nous le regrettons. Mais oui, ça on le constate. Mais le fait d'aujourd'hui, la politique de désherbage, c'est un problème un petit peu différent sur laquelle on pourrait... Oui, il y a deux questions paradoxales. Le désherbage, effectivement, est funeste pour les doubles.
Et d'un autre côté, la bibliographie matérielle fait en sorte que l'on croit de plus en plus et l'on comprend de plus en plus que deux exemplaires apparemment identiques ne le sont jamais. Donc, je me souviens, cher Jean-Michel, que vous avez été intervenu une fois, une intervention qui m'avait beaucoup intéressé à propos des monuments historiques. Que vous disiez, on ne va pas conserver telle usine parce qu'elle existe ailleurs. Et vous répondiez, mais on ne détruit pas une chapelle romane parce que tout simplement, il y a une autre chapelle romane ailleurs. Voilà, donc il y a effectivement des jugements de valeur là qui sont très très subtils, mais je ne sais pas si la bibliographie matérielle finalement bénéficie à la conservation des doubles. Je ne suis pas sûr. Je crois que la première des choses, c'est que c'est un domaine c'est un point qu'on devrait enseigner dans des perspectives qui sont peut-être pas celles qu'on adopte le plus couramment aujourd'hui. Et puis, vous avez raison, la bibliographie matérielle fait que un double n'est jamais un double. Et vous le constatez constamment, quand on a détruit la bibliothèque de Strasbourg en 1970, on a expédié à Strasbourg les doubles. Alors ça, c'est une très très bonne chose. On a détruit cette bibliothèque parce que à Colmar, deuxième bibliothèque de France pour les collections d'incunables, en 1870-71, on était en train le conseil municipal avait pris des dispositions pour vendre les doubles, les incunables en double. Et puis, les événements se précipitent et on prend une deuxième décision, comme quoi ces incunables en double ne seront pas vendus en définitive, mais on les expédiera à Strasbourg pour contribuer à la reconstruction des collections détruites. Ça veut dire, oui, la question, si on avait vendu ces doubles, de même qu'on a vendu une quantité d'autres exemples me viennent à l'esprit, c'est une partie de l'histoire, non pas du livre, mais de l'histoire de la ville, de l'histoire intellectuelle, en l'occurrence de Colmar et de la Haute-Alsace, qui aurait été dispersée, forcément, parce que tous ces doubles portent des mentions de provenance, tout ce qu'on peut imaginer qui les rattache, qui explique qu'ils sont à Colmar et pas ailleurs. Moi, j'appelle vivement les historiens du livre et des bibliothèques à l'examen approfondi de cette question, d'autant qu'aujourd'hui, le dépôt légal, qui n'est plus une mesure de police comme à l'origine, mais une taxe à l'édition, est un système qui garantit l'introduction des doubles dans les collections publiques. Doubles qui, curieusement, ne possèdent plus le statut de domaine public, puisqu'on les échange, on en fait du trafic, aussi bien dans le domaine du livre que dans le domaine de l'estampe, d'ailleurs, je crois bien. Donc là, il y a un problème de déontologie aussi. Il y a un problème fondamental qui t'intéressera d'ailleurs directement, qui est celui du statut des collections. C'est-à-dire que je l'ai constaté même à la Cour de cassation, les plus hauts magistrats de notre République ne connaissent pas, au moment où on a comment ça s'appelle, réformé en quelque sorte la carte des tribunaux, ça veut dire on a supprimé une quantité de palais de justice dans des sous-préfectures, etc. Ici, il est apparu la même chose que ce qui s'est produit sous la Révolution, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que soudain, dans le bureau du président, il y avait des armoires avec des livres qui décoraient le dit bureau. Personne ne savait évidemment ce que c'était. Et la commission s'était réunie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces collections de livres qui finalement sont en déshérence parce qu'on va vider les lieux et vendre les bâtiments. Et c'est une chose qui m'avait réellement surpris, à laquelle je ne me serais jamais attendu, que de constater que ces magistrats qui étaient les plus hauts dans notre système juridique n'avaient aucune idée du statut des collections qu'on aurait dû conserver. Je pense qu'elles ont en grande partie disparu, parce que finalement... non, il y a eu des inventaires. Oui, il y en a eu, mais bon, on a eu d'autres exemples. Et je connais aussi des bibliothèques où il y a encore 2 ou 3 ans, on vendait toujours les doubles. Et c'était d'autant plus de notoriété publique que la chose se faisait par vente aux enchères et que après la vente, 2-3 jours après, la mairie se félicitait que ça avait rapporté 30 000 euros qui pourraient être bien plus utilement employés dans une opération quelconque. Mais ça veut dire que le statut des collections est
relativement problématique. Je connais aussi des bibliothèques, je ne citerai pas les villes, où au fond, la question qui reste pendante est de savoir à quoi ça sert. Il se trouve que dans une certaine ville, on a reconstruit la bibliothèque municipale, tout à fait actuelle, disons. Donc les gens vont là, bien sûr. Mais dans cette même ville, vous ne pouvez pas déménager les fonds anciens parce qu'ils ont fait l'objet, ils sont installés dans un immeuble qui a fait l'objet d'un don au XIXe siècle avec un certain nombre de conditions qui sont celles selon lesquelles on doit conserver les livres dans cet immeuble. Où était la bibliothèque avant, mais où elle n'est plus aujourd'hui. Moralité, dans des villes de 30, 40, 50 000 habitants, vous avez une bibliothèque, un local où tout le monde, où les lecteurs vont, bien entendu, et surtout dans des villes où il n'y a pas d'université, un autre local où il n'y a personne. Et au bout d'un certain temps, la tendance étant celle de la statistique, oui, mais alors, à quoi ça sert? Alors si on peut même afficher la chose derrière une étiquette comme quoi c'est de la démocratie, vous pouvez faire voter les gens et demander est-ce que vous préférez qu'on paye tant pour ouvrir une bibliothèque qui est de toute façon fermée, 80% des cas, ou bien pour faire un certain nombre d'autres choses, le résultat sera acquis. C'est réellement des problèmes tout à fait immédiats qui se posent. Mais ce sont des problèmes là, qui ne peuvent pas être séparés des autres problèmes culturels. La question se posera de la même manière concernant une église. Est-ce qu'il faut continuer à engager de l'argent public pour une église qui est ouverte une journée par semaine et qui n'a pas de sens malgré son clocher? Voilà ce que ça vaut pour toutes. C'est le droit de cité du culturel, ça qui est en cause à partir de là. C'est pour ça que c'est notre rôle de le faire comprendre. Oui. Alors j'ai une autre question, peut-être plus simple. Quel est le devenir probable de la grande salle des imprimés? La forme de la forme côté de la rue? Non, pas celle de l'autre côté. En général. C'est une vraie question. Quand j'ai commencé à Valenciennes, nous avions une des rares bibliothèques anciennes, 1742, avec la salle, une de ces bibliothèques, les grandes bibliothèques, les bibliothèques avec des rayonnages sur les murs, historique avec le mobilier d'origine. La bibliothèque de la BN, la grande salle des imprimés, elle a été conçue évidemment pour faire une salle des imprimés. Non, parce que le devenir des magasins, la réponse est claire. Il y aura toujours des livres, donc les livres seront toujours dans les magasins. Ouais. Mais la salle de consultation, quel est le devenir? À Carpentras, l'idée générale, malgré tout, en ce moment, j'ai l'impression que c'est celle de la muséographie, c'est-à-dire de mettre en scène les livres anciens pour donner un certain nombre de choses à comprendre. Je ne suis pas absolument convaincu par cette idée. J'ai toujours l'impression qu'au fond, les livres, ce n'est pas destiné à être mis sous des cloches. Et que des livres qu'on ne peut pas ouvrir, ça n'a pas d'utilité. Les livres, c'est fait pour être utilisés. Et, mon Dieu, on peut évidemment me dire qu'il faut des conditions de conservation convenables. Je le sais. Mais ces livres-là, personne ne les demande. Ça veut dire que quand, par hasard, on en a besoin, ils sont faits pour être feuilletés, pour être utilisés, pour être lus. Et ça arrive une fois de temps à autre. Donc, c'est pas. La tendance lourde, c'est certainement celle-là. C'est celle de la muséographie, avec un côté qui, à mon avis, est dû aussi à c'est pas l'incompétence, mais c'est la méconnaissance. C'est pour ça que faire des manuels n'est pas sans intérêt. La méconnaissance qui fait qu'au fond, quand on est on met les gens en face d'un certain type d'ouvrage, ils ne savent pas ce que c'est. Et alors, il faut leur donner les moyens de savoir à quoi ça peut correspondre. Les choses les plus surprenantes peuvent arriver. Hein. Je vais dans une bibliothèque, je demande, chose qui est rarissime dans notre pays, le psautier de Mayence. Ils ont un exemplaire du psautier de Mayence. Je ne citerai pas la bibliothèque. Il y a déjà quelques années, je pense que c'est fort clos. Et je regarde donc cet exemplaire du psautier de Mayence, qui est quand même quelque chose de très rare en France, et la bibliothécaire en charge de ces collections me dit, à peu près dans ces termes, et vous voyez ce qui est très très remarquable dans ce psautier, c'est les décorations filigranées à la main.
Alors, je lui ai fait, bon, je ne sais même pas si je lui ai dit, mais le plus remarquable, c'est que c'est pas du tout à la main. C'est imprimé, en fait, les filigranes sont imprimés. Mais ça veut dire, il y a un moment où, quand vous mettez des gants blancs pour manipuler des objets, pour manifester qu'au fond, c'est pas des vrais objets, c'est des objets spéciaux qu'on met dans des vitrines, qu'on va fermer, etc. Il y a cette forme de mise en scène qui rend assez difficile l'idée de faire comprendre à quoi ça sert, comment ça a fonctionné. Je parlais, et j'en ai fini, je parlais de Jean Vezin tout à l'heure, notre excellent collègue, Jean Vezin, avec qui j'en avais fait une sortie avec nos étudiants à Laon. Et à Laon, à la bibliothèque de Laon, que je ne peux que recommander, ben voilà une bibliothèque qui a quand même pour les Français un certain nombre de problèmes. À la bibliothèque de Laon, il y a les collections des Scots, ça veut dire il y a les manuscrits carolingiens avec des sortes de, comment dire, des dictionnaires en fait de la langue grecque, etc., du grec classique et autre chose. Et c'est une chose qui m'avait frappé, et je me suis dit, c'est vraiment, il faudrait le filmer. Jean Vezin, qui était passé sa carrière au cabinet des manuscrits en face, là, rue de Richelieu, était une des rarissimes personnes que je puisse connaître qui manipulait des manuscrits du IXe siècle, mais de la manière pour laquelle ils avaient été conçus. C'est-à-dire qu'ils disaient ah oui, attendez, on va trouver ça, mais là, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a l'index, je ne sais pas quoi. Et c'était fait pour être utilisé comme ça. Mais personne ne saura les utiliser comme ça, à part un certain nombre de nos spécialistes. C'est des choses qu'il faut essayer de donner à comprendre. Ce pas des objets de collection, ce pas des objets de musée, c'est des objets qui étaient destinés à rendre un certain nombre de services. Et bon, je ne l'ai pas filmé, j'aurais peut-être pas osé lui demander d'ailleurs, je ne sais pas, puis il n'y avait peut-être pas les moyens qu'on a maintenant, mais c'est une chose, vraiment, c'est une expérience extrêmement intéressante. Et même si on prend les chroniques de 1480, les chroniques de Nuremberg ou autre chose, on peut faire les mêmes opérations, mais plus simplement, montrer comment ça fonctionne, comment on manœuvre dans la bibliothéca de Gessner, comment on utilise le catalogue de Tritaem et un certain nombre d'autres, et c'est assez fascinant. Mais je serais assez, enfin, disons, mais peut-être, bon, tu as compris, hein, je ne suis pas convaincu par l'idée de la muséographie. En fait, ça a été conçu pour faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours, à Valenciennes où j'étais, l'utilisation aujourd'hui de gens qui vont lire la cantilène de Sainte-Eulalie. Ça va de soi. C'est un autre problème. Mais c'est à nous de la donner à voir, à comprendre et de dire ce que ça peut représenter dans un certain nombre de domaines. Et là, la photographie qu'on a là, c'est l'exemple d'une bibliothèque muséifiée. Une bibliothèque Muséifiée. Ah, il y a aussi des oui, bon, c'est assez facile de rendre. C'était la même chose chez nous. Dans une salle historique, vous mettez des livres anciens. Et puis, bien sûr, là, mais il y a au fond, une haute école, c'est un genre de para-université. Donc il y a l'établissement est à côté et c'est toujours utilisé par les enseignants. Il n'y a aucune raison que le livre échappe à la logique patrimoniale qui est de passer de la valeur d'usage à la valeur d'ancienneté. Il y a les deux. Comme le exprimait Riegel il y a déjà plus d'un siècle. Et du coup, les livres sont mis sous cloche, en effet, de la même manière que les leçons des instruments de musique. Oui. Dans un musée, ils sont condamnés à ne jamais sonner. Et il y aura des livres qui sont condamnés à ne jamais être lus, parce qu'ils ont leur valeur d'ancienneté, leur emportera sur la valeur d'usage. Oui. C'est difficile de sortir de cette logique-là. C'est déjà le cas dans beaucoup de bibliothèques. Voilà. Il faut. C'est une question un peu pratique. Hein. Quand tu diriges une bibliothèque, tu fais avec un certain nombre de conditions de travail, avec ce que tu as, avec le public tel qu'il se présente, avec l'idée que tu te fais d'un certain nombre de choses. Il est évident qu'il y a un côté muséal. Une des choses qui m'avait vraiment stupéfait, mais on m'aurait coupé la tête, je ne l'aurais pas imaginé. Je faisais des visites de temps en temps. Une des choses plaisantes dans les bibliothèques municipales, c'est qu'on avait un travail très varié. Donc de temps en temps, je montrais des livres et je faisais des visites de la bibliothèque historique. Et une des premières que j'ai faites, et je reconnais que c'était des enfants de CES, je pense,
Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que j'aurais jamais pensé. Dans notre bibliothèque, dans notre salle où il y avait les reliures depuis le XVIe siècle, disons, oui, ils pensaient que c'était du plastique. Ils m'ont dit, ah oui, mais alors ça c'est rigolo, c'est tout en plastique. J'ai déjà mis un petit moment à comprendre ce que ça pouvait signifier. Et puis, Soubiacar m'a dit, monsieur, ça veut dire que... Donc après, on répond, non, c'est pas du plastique, c'est de la vache. On peut trouver d'autres choses qui accrochent l'intérêt. Mais oui, il y a un côté muséal, c'est évident. Il est évident que si on met le public c'est pas vraiment le problème central de l'histoire des bibliothèques, mais si on met le public en connexion directe avec des réalités comme celle des bibliothèques anciennes, ça suppose quelques précautions, ça suppose un peu de pédagogie. Mais l'expérience m'a toujours prouvé que ça fonctionnait. Hein. Alors après, bien sûr, il y a des bibliothèques où j'ai vu communiquer des magnifiques carolingiens à des collégiens qui venaient faire leur devoir. Bon, c'est un fait que j'aurais été plus réservé. Il y en a d'autres où on ne communiquait rien du tout, sous les prétextes qu'on présente toujours, à savoir vous l'avez sur Internet. Et puis à part ça, il faut mettre des gants pour tourner le moindre feuillet. Voilà, c'est pas. Ce que je veux dire, il y a un côté muséal dans ces établissements, mais, et le cas de la bibliothèque de Colmar, qui est en cours de traitement aujourd'hui, pose la question, mais il y a quand même une manière de procéder pour que ça soit intéressant, intelligible, que ça serve, que ça soit utilisé par le public, qui n'est pas nécessairement à négliger non plus. Mais bien sûr, ce sont des objets qui tendront à la muséalité. Vous avez, quand vous êtes dans une bibliothèque, les deux choses contradictoires. Voilà, Mme Chaperon va me porter un livre qui n'a pour elle absolument aucun intérêt. Voilà, j'allais le jeter, mais je le donne à la bibliothèque. Parce que, finalement, c'est quand même intéressant, parce qu'il se trouve que c'est des choses qu'on ne conserve pas, que c'est des archives ce qui m'est arrivé, les archives du photographe qui était notre voisin, le photographe qui avait des clichés depuis la naissance de la photographie pratiquement sur la ville, et qui a pris sa retraite, et puis après, il n'y a plus de photographe. Donc, on a bénéficié de ça. Puis, il y a l'inverse. Il y a la personne qui vient. Alors, il y a la première personne, celle qui vous dit ça n'a pas d'intérêt, ça a de l'intérêt. Et l'inverse est toujours, tout le temps, se constate tous les jours. Oh, ça c'est extrêmement précieux. Vous voyez, c'est très très vieux, ça date de 1911, etc., etc. Vous avez toujours les deux phénomènes. Alors, c'est à nous un peu de faire sentir aussi que peut-être c'est un des avantages des manuels, de faire sentir que les choses ne sont pas nées ni de la dernière génération même. Quand on arrive à la soixantaine, on s'aperçoit que pas mal de choses ont bougé dans ce petit monde qu'on aurait cru immobile et qui est celui des bibliothèques. À nous de les faire encore bouger, plutôt à vous.